Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui, je vous fais un petit craft and play avec mon deck Noldor. Alors, le deck Noldor, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo sur les archétypes Noldor, hein. C'est un archétype que je trouve excessivement fort. Le deck que je vais vous présenter, c'est le deck avec lequel j'ai passé tous les scénarios du jeu, en normal hein, uniquement, puisque moi je joue pas encore en cauchemar. Mais avec le deck que je vais vous présenter ici, normalement, peut-être que certains scénarios vous aurez besoin de plusieurs essais, mais normalement vous pouvez passer tous les scénarios du jeu sans aucune exception en normal. J'ai même dernièrement fini la campagne avec, donc normalement vous pouvez faire tous les scénarios du jeu. Donc la base de ce scénario, eh bien, c'est de jouer des alliés excessivement forts très vite et très tôt dans la partie. Donc, au rang desquels, bien évidemment, vous avez Gildor Inglorion et vous avez aussi Glorfindel, hein. Ce sont les deux personnages les plus forts de ce deck. Vous allez pouvoir les jouer normalement très très vite et vous allez pouvoir les jouer aussi plusieurs fois dans le tour grâce à quelques petites astuces que je vais vous détailler. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir des personnages aussi chers? Eh ben, on va utiliser la technique enfin la ressource principale du deck Noldor, c'est-à-dire les cartes que vous avez dans votre main. Et pour jouer les cartes que vous avez dans votre main pour jouer des alliés, il faut jouer à la mer à la mer. Avec cette carte, vous allez pouvoir défausser des cartes de votre main et diminuer le coût du prochain allié Noldor que vous allez jouer ce tour-ci. Donc si jamais vous défaussez ne serait-ce que 4 cartes par exemple, voilà 4 cartes, hop, vous défaussez ces 4 cartes là, vous payez soit Gildor Inglorion, soit Glorfindel pour seulement une ressource. A noter en plus avec Glorfindel, c'est la petite sucrerie en plus, c'est que comme on commence d'abord par défausser avec l'effet de cette carte et que c'est une action, hein, vous allez défausser toutes les cartes, vous les mettez dans votre défausse, et après vous avez le droit de jouer Glorfindel depuis votre défausse en l'ayant lui-même défaussé. Donc le mec il se paye lui-même un de moins grâce à la mer à la mer. Donc c'est très fort d'avoir des alliés avec ce type de caractéristiques, hein. Gildor Inglorion, 3 volontés, 2 en attaque, 3 en défense, 3 points de vie. Déjà, ces caractéristiques, elles sont monstrueuses. Moi, j'ai tendance à lui rajouter un tison enflammé, puisque ça s'attache à tous les personnages. Il va falloir que je coupe mon téléphone. Excusez-moi, ça ne sonne pas pendant toute une matinée, mais dès que j'allume la vidéo, bien évidemment, ça sonne. Bien, donc comme je le disais, Gildor Inglorion, vous pouvez lui attacher le tison enflammé qui va l'immuniser aux effets d'ombre, hein, donc ce qui est déjà en soi pas mal. Moi, je lui rajoute toujours une petite cape de l'Alorien, comme ça il passe à 4 en défense, ce qui en fait déjà un excellent défenseur. Dans pas mal de scénarios, il faut quand même le reconnaître, il y a des lieux qui ont le mot actif forêt, et du coup la cape de l'Alorien lui donne directement 5 en défense. Soyez attentifs, hein, notamment dans le cycle 3, il y a pas mal de scénarios dans le cycle 2 et non dans le cycle 1 pardon qui ont les mots-clés forêt, donc il faut être attentif, hein. Cette carte rajoute plus 2 en défense directement à n'importe quel personnage qui serait Noldor ou Sylvain, donc c'est une carte qui permet d'être très bon en défense très tôt. Voilà, donc ça c'est le but du jeu, c'est comment est-ce qu'on va faire pour avoir notre Gildor Inglorion et notre à la mer le plus tôt possible dans notre main. Donc déjà, il faut en mettre 3 dans le deck, hein, c'est obligé. Deuxième chose inévitable à faire, essayez de vous cantonner à avoir que 50 cartes dans votre deck. Comme ça va augmenter la probabilité que vous ayez ces 2 cartes dans votre main. Si vous avez ces 2 cartes dans votre main de départ, la partie elle est pratiquement déjà gagnée. À savoir qu'avec le cycle 9, on a récupéré aussi l'anneau unique et pas mal de cartes maîtres, hein. Vous pouvez aussi rajouter une carte maître et l'anneau unique. Comme ça, votre deck ne passe plus qu'à 48 cartes et vous avez encore plus de chances d'avoir ces 2 cartes dans votre main de départ. Et grâce à la mer, en plus la carte maître que vous avez tirée grâce à l'anneau unique, ça vous fait une ressource de plus pour invoquer des alliés au premier tour. Donc c'est très fort, il faut penser à mettre l'anneau unique. Moi j'essaie de pas trop le jouer l'anneau unique parce que je sens au vu des derniers decks que j'ai fait, des dernières parties, là, les 10-15 dernières parties, il y a de plus en plus de façons d'utiliser l'anneau unique. Du coup, je sens qu'il va devenir indispensable dans tous les decks. Donc si jamais on peut essayer de se retenir de ne pas jouer l'anneau unique, je vais essayer donc dans ce deck de vous présenter un deck sans l'anneau unique, parce que sinon effectivement j'aurais mis l'anneau unique dans ce deck là aussi. Voilà, donc ça c'est la base du deck, hein.
J'ai joué avec pendant très longtemps, j'ai fait tous les scénarios comme je vous l'ai déjà dit avec. La base, pour avoir suffisamment de cartes très tôt dans la partie pour pouvoir aller chercher ces deux cartes dont vous avez impérativement besoin. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est juste un utilitaire pour la suite ou la fin de la partie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment ces deux cartes. Comment les piocher le plus vite et le plus tôt possible. Donc comment est-ce qu'on va faire pour avoir ces deux cartes le plus tôt possible? Eh bien, il faut choisir des héros en conséquence. Déjà, le premier, c'est Círdan, un charpentier de navire. Lui, l'avantage, c'est qu'il va vous permettre de piocher deux cartes tous les tours. Donc si vous n'avez pas votre combo dans votre main de départ, avec Círdan, vous allez pouvoir essayer de pousser votre chance pour aller creuser plus profondément dans votre deck. Et ça va vous permettre d'aller récupérer très vite, hein, puisqu'au premier tour, vous avez 6 cartes. Plus les deux que Círdan vous permet de piocher, ça fait déjà 8 cartes au premier tour. Sur 8 cartes, vous avez normalement une grande probabilité, surtout qu'elles sont toutes les deux en 3 exemplaires, normalement de récupérer ces cartes-là. Moi, j'ai encore ajouté à ça Galadriel. Galadriel, pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre encore de piocher une carte supplémentaire. Dans ce deck-là, on va être très haut en menace. Avoir Galadriel qui vous permet de bloquer l'augmentation de votre niveau de menace tous les tours en vous faisant piocher une carte et diminuer de 1 la menace, c'est excessivement fort et on va en reparler dans quelques minutes. Avec son anneau, elle contribue encore une fois à l'équilibre du deck, puisqu'elle va vous permettre, si vous en avez besoin pendant vos tours, d'augmenter la volonté, et si vous n'en avez pas besoin, eh ben, de piocher une carte et de baisser votre menace. Et enfin, dernier héros, Galdor des Havres. Alors lui, il a deux avantages. Il y en a un que moi je n'utilise jamais. C'est sa capacité réponse, c'est-à-dire au moment où vous piochez votre main de départ, vous pouvez défausser des cartes de votre main pour en piocher des nouvelles. Ça pourrait être très fort parce que ça vous permet de faire grossir votre défausse et éventuellement de mettre des lumières elfiques et ainsi de suite dans votre défausse. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de cartes dans ce deck qui ne sont qu'en un seul exemplaire. Si vous les défaussez dès le début de la partie, ça peut poser des gros problèmes. Donc, ça c'est à la place de faire le mulligan, hein. C'est à la place, vous pouvez garder certaines cartes. Ça sert si vraiment par exemple vous avez Gildor Inglorion et que vous voulez jeter les autres cartes juste pour chercher à la mer. Moi je vous avoue que je l'utilise très très peu. Par contre, le gros intérêt, ça va être son action, hein, qui vous permet, quand vous avez fait votre combo avec votre main de départ en défaussant plein de cartes de votre main pour sortir Gildor Inglorion, et ben derrière, vous pouvez directement repiocher 6 cartes. Ça fait qu'au premier tour, et ben vous avez déjà un gros allié et vous n'avez même pas vraiment perdu les cartes que vous aviez dans la main, puisque vous en repiochez 6, donc ça va réaccélérer le début du tour prochain. Donc là, vous avez vraiment la base du deck. Elle est construite que sur ces cartes-là. J'avais déjà fait beaucoup de scénarios, mais là, avec le cycle 9, on a récupéré les cartes contrat. Et une de ces cartes contrat, c'est la carte communauté. La carte communauté, elle nous fait gagner des bonus en attaque, en défense et en volonté si on a 9 personnages uniques. Et comme déjà dans ce deck, on joue énormément de personnages uniques, très vite, normalement, hein, ça peut se passer en 3 ou 4 tours, vous pouvez activer la phase B de votre contrat, qui fera que tous les personnages gagnent plus en volonté, en attaque et en défense. C'est assez fort, mais du coup, ça nécessite de se priver de quelques alliés Noldor, au rang desquels, bien évidemment, on pensera aux gardiens de Foncombe, la guérisseuse d'Imladris, que moi j'utilisais énormément, ou même l'astronome d'Imladris. Tout cela, ils sont pas uniques. Du coup, vous ne pouvez pas les mettre dans ce deck à cause de la carte communauté. Par contre, on peut se recentrer sur d'autres personnages qui sont très puissants. Alors au début j'ai cherché essentiellement des Noldor, mais après j'en ai piqué un petit peu dans d'autres decks pour pouvoir un peu élargir. Déjà le premier problème c'est que comme on a viré les deux soigneurs qui étaient là avant, puisque moi dans ce deck là j'avais mis des gardiens des maisons de guérison, et le deuxième c'était des guérisseurs, les guérisseuses d'Imladris, pardon. Sans soigneur, un deck, il est toujours un peu instable. Du coup, hop, moi j'ai pris une Yorette. Déjà, l'avantage, c'est qu'elle est unique. Donc, elle va gagner plus en volonté, plus en attaque, plus en défense avec le contrat. Et pour 0, vous allez pouvoir l'activer plus vite. En plus d'être une excellente soigneuse. Après, plutôt sur les Noldor, j'ai mis Glorfindel, hein, seulement en 2 exemplaires, parce que l'avoir en 3 exemplaires,
c'est souvent inutile, hein, il vaut mieux avoir accès à d'autres alliés. J'ai mis les deux frères, Elrohir et Ladan, qui fonctionnent parfaitement ensemble, qui ont des très très bonnes caractéristiques, et qui en plus ont l'avantage de valoir que 3, donc en défaussant seulement 2 cartes avec à la mer, vous allez pouvoir les jouer. Donc pareil, en 2 exemplaires pour pas trop que ça floude. Pareil, la troisième, c'est la sœur, hein. C'est Arwen Andemiel. Elle, elle va avoir l'effet d'avoir une très bonne volonté pour 2 points de vie. Avec un à la mer, si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez la sortir pour une seule ressource, pardon. Et en plus, à chaque fois que vous allez l'envoyer en quête, elle va faire gagner plus en volonté à Gildor Inglorion. Du coup, il va passer à 4 en défense très très tôt dans la partie, en plus de gagner Sentinelle pour aller éventuellement défendre chez vos alliés. Ensuite, j'ai mis un Elrond parce que il a déjà d'excellentes caractéristiques. Et il a aussi l'avantage de pouvoir enlever les attachements conditions. J'aime à savoir que dans mon deck, il y a une solution pour les attachements conditions. Quand vous savez que dans un scénario, il y a une traîtrise qui vous fait attacher à un personnage qui fait que quelque chose de très très pénible, et ben vous gardez votre Elrond dans la main jusqu'au moment où vous en aurez besoin. Si jamais ça sert pas, vous pouvez toujours vous en servir de soigneur, hein, puisqu'il y a une de ses capacités qui vous permet de soigner tous les points de dégâts sur un héros. Donc là, le seul problème, c'est qu'on n'a que 4 points de vie sur chacun de nos héros, donc on va pas pouvoir soigner plus de 4 points de vie, ça c'est un peu dommage. Et la dernière utilisation, si vraiment il n'y a pas d'intérêt particulier, vous pouvez toujours piocher une carte. Après moi j'ai mis un Lindir parce que c'est toujours un personnage unique que avec à la mer on pourra le payer pour une seule ressource, et surtout quand il arrive on va pouvoir en profiter pour essayer d'aller piocher jusqu'à avoir 3 cartes de sa main. En général on s'arrange pour vider sa main au moment où on joue Lindir. Là, le problème avec cette version communauté du deck, c'est que il n'y avait pas assez d'alliés, donc il a fallu que je cherche d'autres alliés qui participent de cette mécanique sans la ralentir. Donc j'ai mis un Enamart, parce que de toute façon ça fait de la sonde, hein. On peut regarder la première carte du deck de rencontre avec. Seulement une ressource, ça nous permet des fois de déclencher un tour avant le contrat communauté. Et si éventuellement on voit que ça nous ralentit ou qui nous gêne, rien ne vous empêche de le défausser. Par exemple, je sais pas, une attaque sans défense, enfin, pas une attaque sans défense, pardon, mais une attaque que vous défendez avec lui et comme ça vous le sacrifiez. Moi, ça m'est même arrivé de le sacrifier avec des dégâts d'archerie juste pour faire de la place, réavoir que 8 personnages et pouvoir repasser en phase A de la communauté et à la phase d'organisation suivante, remettre un autre allié qui est beaucoup plus fort. Donc vous avez comme ça une espèce de progression dans le deck où le but dans un premier temps c'est d'activer la communauté, mais dans un second temps, après avec les meilleures cartes qu'on va tirer, on va pouvoir améliorer les 9 personnages qu'on a choisis pour faire notre partie. Ça m'est même déjà arrivé de sacrifier Yoret. Alors vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Alors le problème quand on a peu de personnages comme ça, puisqu'on va en avoir que 9 sur la table, il faut s'occuper vraiment de pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Alors il y a 2 solutions qui sont très très simples à mettre en place. La première pour les Noldor, ça va être la lumière de Valinor. Elle vous permet d'envoyer toujours sur Círdan, hein. J'ai même pas cherché à la mettre sur qui que ce soit d'autre. Vous la mettez sur Círdan. Círdan tous les jours, tous les tours, pardon, il va aller en quête. Il a quand même 4 en volonté, hein, donc c'est des volontés qui sont énormes. Et en plus, il ne va pas s'engager, donc ça vous permettra d'utiliser la seconde capacité. Donc là, pour l'instant, il n'en a pas, mais vous vous doutez bien que, en général, quand on joue Círdan, on joue bien évidemment l'anneau de Círdan avec, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'anneau de feu, c'est Narya. Il s'appelle Narya. Voilà. Donc pareil, hein, 3 lumières de Valinor pour pouvoir envoyer en quête le plus tôt possible Círdan dans la partie. Moi je me suis rendu compte en plus qu'il me servait très souvent de défenseur en début de partie, parce que comme il a 2 en défense et 4 points de vie, on peut déjà tanker des attaques à 3 ou à 4 dans les 2 ou 3 premiers tours, puisque le problème comme vous le voyez c'est qu'on a 30 en menace dès le début de la partie, même si on va diminuer à 29 et qu'on va rester en 29 pendant un assez long moment. Vous pouvez pas esquiver les premiers gobelins, les premiers orques qui ont aux alentours de 25 à 30 de menaces. Donc après, les gros ennemis qui ont plus de 30 de menaces, vous pourrez pas les tanker avec Círdan, mais normalement, comme vous restez en dessous de 30 de menaces, vous ne les prenez pas très tôt dans la partie. Pas avant d'avoir Gildor Inglorion posé sur la table avec soit la cape, soit avec Arwen pour le booster à 4 ou à 5 de défense.
Voilà, donc ça c'est la base du deck. Vous pouvez aussi appliquer exactement le même concept que vous faites sur Círdan avec la lumière elfique, avec la lumière de Valinor, pardon. Vous pouvez le faire avec Vaillante Détermination. Vaillante Détermination, elle s'attache à un allié, et cet allié ne s'incline pas pour aller dans la quête. Donc moi je fais exactement la même chose avec Gilder Inglorion. Comme c'est l'allié qui a le plus de volonté dans ce deck, bon il y a Glorfindel, mais Glorfindel ça compte pas puisqu'on peut le redresser tout le temps. Ici, on va pouvoir du coup envoyer Gilder Inglorion et Círdan tous les tours en quête sans les incliner. On a déjà 7 en volonté sans incliner le moindre personnage. Vous gardez Galadriel juste derrière avec son anneau. Si jamais vous voyez que vous avez besoin de plus en volonté, bah, vous l'engagez. Si vous n'avez pas besoin, vous la gardez pour faire son effet. Là, vous avez vraiment toute la flexibilité de base de ce deck, c'est que vous allez avoir beaucoup en volonté et vous pourrez vous adapter en fonction des besoins du scénario, en fonction de si vous voulez explorer le lieu, si vous ne voulez pas explorer le lieu. Voilà. Ça, c'est la base du deck. Tous les Noldor ont beaucoup de volonté. Tous peuvent partir en quête. Donc, bah, pour les scénarios normaux, ça va constituer un gros avantage. On va passer à la partie suivante, comment piocher beaucoup de cartes. Donc ici, on a déjà 3 héros qui nous permettent de piocher normalement énormément de cartes. Círdan, tous les tours, il nous fait piocher 2 cartes, on en choisit une et on jette l'autre. Galadriel, potentiellement, tous les tours, elle va nous permettre de piocher une carte supplémentaire. Et Galdor des Havres, potentiellement, la première fois que vous videz votre main, vous pouvez en repiocher 6. Du coup, avec ces 3 héros, déjà, vous allez piocher pratiquement, avec chacun d'eux, vous allez piocher 6 cartes de plus dans la partie, donc déjà, vous piochez 18 cartes. Donc 18 cartes, mine de rien, c'est plus d'un tiers de votre deck. Hein. Donc déjà avec ces 3 héros, vous savez que vous aurez accès durant la partie à plus d'un tiers de votre deck, et souvent très tôt dans la partie. Moi, j'aime bien aller chercher mes combos très vite. Comme vous l'avez vu, il y a déjà beaucoup de personnages qui sont uniques. Il y a aussi beaucoup d'artefacts, beaucoup de cartes qui sont uniques dans le deck. Quand on a beaucoup de cartes qui sont uniques, on appelle ça des cartes mortes. Une fois que vous les avez jouées, vous les avez dans votre main, elles ne servent à rien. Du coup, en général, on joue des runes de Daeron parce que pour 0, vous allez piocher 2 cartes qui vous intéressent potentiellement et vous allez jeter une carte qui est dans votre main et qui ne sert à rien. Donc, de toute façon, vous jouez Noldor, hein, vous allez très vite le comprendre, il n'y a aucune carte morte, puisque toutes les cartes qui sont dans votre main, même si c'est des cartes uniques, vous pouvez vous en servir de ressources. Mais avec la rune de Daeron, ça vous permettra d'aller très vite, très tôt dans la partie, chercher la carte qui vous manque pour débloquer les situations. Pareil, la lumière elfique. Alors la lumière elfique, déjà c'est une Magali Villeneuve, donc elle est trop belle, donc il faut la mettre dans le deck, ça c'est obligé. Mais surtout, ça marche super bien avec les decks Noldor, tout simplement parce que en permanence, dès que vous avez une ressource bleue et que cette carte est dans votre cimetière, enfin dans votre défausse, pardon, vous pouvez la piocher, c'est-à-dire la remettre dans votre main pour piocher une carte. Et une fois qu'elle est à nouveau dans votre main, vous pouvez la défausser pour jouer tous les effets, donc c'est-à-dire vous avez bien évidemment à la mer et les 2 meilleures cartes qui vont vous permettre de défausser plein de fois hein, la lumière elfique durant votre tour, ça va être Glorfindel et à la mer. Ces 2 cartes, en permanence, elles vont vous permettre, vous défausser les lumières elfiques, vous piochez des cartes, vous les reprenez dans votre main, puis vous la redéfaussez, puis vous repiochez des cartes, et ainsi de suite. On fait cette boucle en permanence toute la partie, et grâce à cette carte, en général, on pioche au moins 10 cartes dans la partie, voire plus. Donc, c'est une mécanique de pioche qui est vraiment très forte. Hein. Moi j'ai rajouté bien évidemment l'Indir. L'Indir, bah, lui, quand vous avez plus de cartes dans votre main, vous le jouez pour assez peu de ressources normalement, ou vous défaussez les dernières cartes que vous avez dans votre main parce qu'elles ne vous intéressent pas avec à la mer, hein, au passage, rien ne vous empêche de dire bah, je défausse 5 cartes de ma main pour payer mon prochain Noldor, 5 de moins, et vous jouez l'Indir pour seulement une ressource. Alors vous pourriez dire que c'est complètement stupide parce qu'on a perdu des cartes, mais quand vous n'avez que des cartes mortes dans votre main, qu'elles ne servent à rien, il vaut mieux piocher 3 nouvelles cartes qui potentiellement peuvent vous servir à quelque chose pour pouvoir relancer la partie et avoir plus d'options de jeu. Voilà, donc ça c'est les options les plus basiques pour piocher. Bien évidemment, quand vous jouez Galadriel, vous pouvez jouer le miroir de Galadriel qui va vous permettre d'aller chercher dans les 10 premières cartes de votre deck une carte que vous souhaitez. Par contre, le contre-avantage, c'est qu'une fois que vous avez pris ces cartes-là et que vous l'avez mis dans votre main, il va falloir en défausser une au hasard. Donc normalement, vous avez plein de cartes mortes dans votre main, donc statistiquement, vous avez beaucoup moins de chances de défausser la carte que vous venez d'aller chercher avec le miroir de Galadriel, mais ça peut arriver. Donc il faut accepter, hein, dans tous les cas, c'est une mécanique qui est gratuite, ça n'incline que le miroir de Galadriel. Donc,
Bah, il faut pas se dire ouais, c'est j'ai perdu ma carte, c'est chiant. Et pas jouer le miroir de Galadriel, vous n'aurez rien eu, vous n'auriez pas eu votre carte non plus à jouer, donc ça ne change rien. Ensuite, bah, pour contrer l'effet du miroir de Galadriel, on peut jouer des harpes d'argent. Donc la harpe d'argent, au moment où vous allez vouloir défausser une carte, vous pouvez incliner une harpe d'argent pour reprendre cette carte dans votre main. Donc ça vous permet de jeter des cartes et les récupérer quand vous utilisez à la mer ou Glorfindel. Euh, Ça vous permet également bah, d'aller piocher avec le miroir de Galadriel sans avoir peur de jeter la bonne carte, puisque de toute façon vous allez la récupérer. Si c'est la bonne carte, vous la récupérez avec la râpe d'argent. Si c'est une carte dont vous vous fichez, vous pouvez la laisser défausser. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire. Voilà, donc avec toutes ces mécaniques-là, on voit qu'on va pouvoir piocher énormément de cartes très vite et très tôt dans la partie. Alors le point suivant, c'est les artefacts. Ici on joue avec des Noldor. Les Noldor, c'est des personnages qui sont excessivement forts. Vous l'avez vu, on a énormément de héros qui sont pardon. On a énormément de personnages qui sont très forts, hein, notamment des alliés. Du coup, on va vouloir les jouer plusieurs fois. Donc vous avez comme stratégie bien évidemment pour ces personnages la lumière de Valinor ou la vaillante détermination. Mais quand on joue Círdan ou Gandalf, en général on joue aussi Narya. Tout simplement parce que bah, Círdan, on va lui mettre la lumière, du coup il ne va pas s'incliner pour aller en quête. Et du coup il est redressé tout le tour, vous pouvez très bien l'incliner avec Narya pour pouvoir redresser deux de vos alliés. Les alliés Noldor, ils sont tous ultra forts. Et en plus, quand vous allez les redresser, vous allez leur faire gagner plus un en attaque et plus un en défense. Imaginez ce que ça donne sur un Gildor Inglorion, vous l'inclinez pour défendre, avant de résoudre la carte ombre, vous avez une fenêtre d'action, vous pouvez le redresser avec Narya, il gagne plus un en défense pour cette attaque en cours, et en plus vous pouvez redéfendre une deuxième fois, il a gagné plus un en défense pour deux attaques. Et si jamais éventuellement vous n'avez pas besoin de défendre deux fois ce tour-ci, vous pouvez vous servir de Gildor Inglorion pour réattaquer derrière. Donc moi en général avec Narya, bah, ça vous permet d'utiliser deux ou trois fois, comment il s'appelle, Gildor Inglorion dans le même tour. Pareil pour Glorfindel qui va pouvoir en plus lui-même se redresser. Donc vous pouvez attaquer trois fois avec Glorfindel qui aura plus en attaque. Donc c'est plutôt fort. Tant qu'on est aux anneaux uniques, hein, qui sont les anneaux légendaires des elfes, il faut parler de Denya, je vous en ai déjà parlé. Ce Denya, déjà, il a une capacité de base qui est très très forte, c'est qu'il va donner la sphère connaissance à Galadriel, qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans la gestion de vos ressources pour jouer vos alliés, puisque Galadriel, du coup, aura deux sphères. Mais le deuxième avantage énorme, c'est que bah, vous pouvez toujours sous-évaluer les forces que vous allez envoyer en quête, puisque à n'importe quel moment pendant la phase de quête, vous pouvez incliner Nenya et Galadriel pour pouvoir faire gagner plus 4 en volonté à n'importe quel personnage que vous contrôlez. Ceci aussi, il faut noter que c'est la volonté de Galadriel qu'on donne. Donc quand avec la communauté elle va gagner plus 1 en volonté, et ben du coup vous allez donner plus 5 en volonté à un autre personnage. Quand vous allez gagner en plus 1 avec le seigneur de l'Eldar, vous allez donner 6 en volonté à un autre personnage. Si vous lui mettez le collier de Girion, elle va gagner encore plus 2 en volonté, et ben ça c'est de la volonté que vous allez pouvoir faire rejaillir sur d'autres personnages. Donc c'est très fort. Nenya, moi je vous avoue que j'en mets entre 2 et 3 en fonction de quand je joue le deck, mais en général dans ce deck là, étant donné qu'on pioche énormément, 2 Nenya suffisent. Bien évidemment, si on joue Narya, on peut jouer l'intendant du Gondor, puisque Narya va donner la sphère commandement à Círdan, donc ça vous donne une possibilité de jouer l'intendant du Gondor. Donc bon, moi je l'ai mis qu'en un seul exemplaire, ça vous fait énormément de ressources. Il y a une deuxième alternative qui est sortie il y a très peu de temps pour pouvoir jouer l'intendant du Gondor, c'est le Reforgé. Le Reforgé, c'est un événement énergie qui vous permet éventuellement de défausser avec toutes les mécaniques que je vous ai présentées avant l'intendant du Gondor, et après vous pouvez le jouer avec le Reforgé pour seulement 2 ressources énergie. Donc c'est deux façons différentes de pouvoir jouer l'intendant du Gondor. Après moi j'ai mis 3 autres artefacts qui sont situationnels et dans certaines parties on ne les jouera pas parce qu'il y a trop de pression ou ainsi de suite. C'est le collier de Girion. Le collier de Girion ça fait plus 2 en volonté, ça fait gagner une ressource de plus. Si vous le mettez à Círdan, c'est vraiment excessivement fort. Ça dépend si vous avez une fenêtre pour le jouer ou pas. Dans un deck Noldor, de toute façon vous n'êtes jamais obligé de jouer les cartes de votre main, vous pouvez très bien choisir de les défausser.
Pareil pour l'Arkenstone. Ici, l'Arkenstone, il va nous servir à donner plus 1 en volonté à tous les personnages uniques, sauf que tous les personnages du deck sont uniques, y compris Yorette. Donc Yorette pour 0, avec l'Arkenstone, elle peut gagner plus 1 en volonté, donc elle a 1 en volonté. Et avec le contrat communauté, elle a 2 en volonté. Donc jouer un allié qui vaut 0 et qui a 2 en volonté, c'est plutôt cool. Et je mets toujours l'anneau magique parce que je me rends compte que il peut servir à plein de choses l'anneau magique. Hein. À chaque fois, malheureusement, il va falloir augmenter de 1 sa volonté, sa menace, pardon, pour faire quelque chose. Mais il peut à la fois soigner le héros auquel il est attaché, ajouter une ressource à la réserve du héros auquel il est attaché et le redresser. Comme Círdan, en général, on va s'en servir en début de partie pour défendre. Il aura toujours des points de vie qu'il aura perdus. Avec l'anneau, vous pouvez les soigner. Ensuite, souvent, vous aurez besoin d'une ressource à un moment avec Narya pour sortir l'intendant du Gondor. Cette petite ressource, vous pouvez l'acquérir grâce à l'anneau magique. Et enfin, à plusieurs moments dans la partie, vous aurez besoin d'un défenseur supplémentaire ou d'un attaquant supplémentaire pour enlever les 2 derniers points de vie à un personnage. L'avantage de Círdan, c'est qu'il a ces compétences-là. Il peut tanker, puisqu'il a 2 en défense et 4 points de vie. Dès que vous aurez le contrat communauté qui est en phase B, il aura 3 en défense et 4 points de vie. Donc ça veut dire qu'il peut théoriquement défendre pas mal d'attaques sans mourir. Pareil pour l'attaque, vous pouvez rajouter plus 2 ou plus 3 en attaque en fonction de si vous avez le Seigneur de l'Eldar ou la communauté. Donc l'anneau unique, c'est vraiment une option de jeu qui est vraiment très très forte. On arrive directement... Voilà, donc on arrive déjà au terme de ce craft and play. Il nous reste que quelques cartes à vous présenter. Ces cartes, vous le savez, ça va très certainement être basé sur la menace, puisque moi en général, dans tous mes decks, j'aime bien jouer très bas en menace. Donc moi je mets toujours un demi-tour. Soit vous l'avez très tôt dans la partie, vous le mettez dans la zone de cheminement, ça vous permet de temporiser dans les premières étapes de quête. Au passage, vous baissez de 5 votre menace. Comme en théorie, Galadriel ne fait que bloquer votre menace, quand vous diminuez de 5 votre menace, ça veut dire que vous allez derrière la bloquer. Vous pouvez descendre comme ça assez bas. Pareil pour les conseils d'Elrond. Les conseils d'Elrond, ils diminuent de 3 votre menace. Ça n'a aucun inconvénient, cette carte. Et en plus, vous gagnez plus 1 en volonté. Moi, j'en ai même pendant très longtemps joué 3, des conseils d'Elrond. Tout ça, ça permet de baisser sa menace. Après, moi, je mets une tombe naine parce que c'est très intéressant de pouvoir récupérer certaines cartes qu'on a défaussées plus tôt dans la partie pour aller plus vite. Ça arrive de pouvoir aussi récupérer des conseils d'Elrond juste pour baisser sa menace, ou tout simplement détester sa volonté, parce que détester sa volonté c'est super fort. Dans pas longtemps je vais attaquer les scénarios cauchemars. Je n'ai aucun doute sur le fait que détester sa volonté, il faut en mettre dans son deck. Malheureusement les cartes traîtrises sont trop violentes dans les 3 ou 4 premiers cycles pour qu'on puisse se passer détester sa volonté. Dans les 3 premiers cycles, il y a des cartes quand vous l'avez plus loin. Donc vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de jouer détester sa volonté. Voilà, et après j'ai rajouté un Seigneur de l'Eldar parce qu'il arrive dans un moment dans la partie où vous avez complètement vidé votre deck. Vous n'avez plus rien à faire et vous avez des montagnes de ressources. L'avantage du Seigneur de l'Eldar, c'est qu'il va buffer tous vos Eldar. Enfin, tous vos Noldor, pardon, donc c'est une carte qui est très forte. Et après, je mets toujours un volonté de l'Ouest parce que ça me permet de rejouer une deuxième fois tout un tas de cartes de mon deck, y compris les conseils d'Elrond, les tombes naines, les tester sa volonté. Et après, ça me permet de récupérer des cartes pour rejouer éventuellement avec à la mer, des alliés qui seraient morts plus tôt, rejouer les runes de Daeron. Et moi, j'aime bien quand un deck, vous savez que vous pouvez jouer pendant un très long moment avec, 15-20 tours, sans aucun souci. Ce deck, il a pas beaucoup de défauts, à part l'attaque, je pense. Il a des très bons défenseurs, il a énormément en volonté. Le seul problème, c'est quand vous serez engagé avec des ennemis, vous allez toujours peiner pour les tuer, mais ça, je me rends compte que c'est un peu toujours le cas quand on joue en solo. C'est que à la fois faire la quête, défendre les ennemis et les attaquer et les détruire, c'est toujours un peu compliqué. Donc je pense pas qu'il ait plus de défauts qu'un autre deck. Par contre, il a des qualités qui sont évidentes. Vous pouvez tanker très tôt dans la partie des très très grosses attaques. Vous allez pouvoir descendre très très bas en menace et donc ne plus être inquiété par les gros ennemis. Vous piochez beaucoup de cartes, du coup il y a plein de scénarios où vous pouvez décider de ne plus avoir. Moi je pense au scénario du cycle 4 où des fois il ne faut pas avoir de cartes dans sa main et puis des fois il faut piocher beaucoup de cartes pour pouvoir en défausser. Et bien avec ce deck vous pouvez faire. Donc
Un deck Noldor de ce type-là, il fait face à énormément de situations, comme je vous le dis. J'ai terminé tous les scénarios du jeu en normal avec ce deck. Alors bien évidemment, il y a certains scénarios du cycle 3